est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 20 décembre 2025. Tout de suite les titres. Cessez-le-feu à Gaza, le bilan s'alourdit à 70 669 martyrs et 171 165 blessés. États-Unis, le président américain Donald Trump annonce la levée officielle des sanctions américaines contre la Syrie. Forum de partenariat Afrique-Russie, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines, Ahmed Attaf, s'entretient avec son homologue égyptien Badr Abdelati. Sport football CAN 2025, l'équipe nationale algérienne s'envole pour Rabat en vue de participer à la compétition. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre en Palestine occupée, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les autorités sanitaires palestiniennes, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 70 669 martyrs et 171 165 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023. Quatre civils palestiniens, dont une femme, sont tombés en martyrs à la suite d'une série de frappes aériennes menées par des avions de combat sionistes ciblant la ville de Bani Souhaïla à l'est de Khan Younes, dans la bande de Gaza, au cours des dernières 24 heures. Les équipes de la protection civile et les ambulanciers n'ont pas pu récupérer les corps en raison de l'intensité des bombardements et des conditions dangereuses sur les sites ciblés. Et un responsable du Hamas a déclaré que les pourparlers prévus à Miami en Floride visant à passer à la prochaine phase du cessez-le-feu à Gaza devraient aboutir à la fin des violations sionistes de l'accord. L'émissaire spécial du président Donald Trump, Steve Witkoff, devrait rencontrer de hauts responsables des pays médiateurs, à savoir le Qatar, l'Égypte, la Turquie, afin de faire progresser la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. Et le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a affirmé que la déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies accordant l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés n'était pas simplement un document historique, mais affirmait plutôt une loi naturelle contraignante fondée sur le principe que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je doute que les mots de la déclaration d'indépendance des pays et peuples colonisés n'aient été qu'un simple changement dans cette assemblée ou qu'ils aient simplement accompagné la vague de décolonisation qui a marqué le monde. Ces mots ont véritablement laissé une empreinte historique. Cette déclaration n'a pas créé de nouveaux droits, mais a confirmé le droit naturel et obligatoire. Elle a affirmé le principe que tous les peuples restent libres et égaux en dignité et en droit. De nombreux pays présents dans cette salle se souviennent de cette déclaration en raison de son importance historique, car elle a inspiré leur lutte pour la libération et accompagné leur chemin vers l'indépendance. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé le décès de plus de 1000 patients dans la bande de Gaza alors qu'ils attendaient leur évacuation médicale. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré ce vendredi dans une publication sur la plateforme X que 1092 malades sont morts à Gaza entre juillet 2024 et le 28 novembre de la même année. 1092 patients sont décédés en attendant leur évacuation médicale entre juillet 2024 et le 28 novembre 2025. Ce chiffre est probablement en dessous de la réalité, car un nombre encore plus important de malades à Gaza attendent toujours d'être évacués pour recevoir les soins de santé appropriés. L'OMS appelle davantage de pays à ouvrir leurs portes aux patients de Gaza et à reprendre les évacuations médicales vers la Cisjordanie, y compris Al-Quds Est. Des vies en dépendent.
Au Liban, l'aviation sioniste a lancé jeudi matin une série de raids contre le sud et l'est du Liban, selon l'agence de presse officielle libanaise. Selon l'agence nationale d'information, des raids ont visé plusieurs régions du sud du Liban. Il est à noter que 2 personnes sont tombées en martyr mardi, dont 2 frappes sionistes qui avaient visé une camionnette au sud de Beyrouth et une voiture dans le sud du Liban. En violation du cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre 2024, l'armée sioniste poursuit régulièrement ses agressions contre le Liban, faisant souvent des martyrs et des blessés. Et le groupe A3+, au Conseil de sécurité, a souligné jeudi à New York la nécessité de préserver et de valoriser le patrimoine de la Syrie riche en coexistence pacifique entre les communautés locales, tout en encourageant le gouvernement syrien à entreprendre davantage de mesures concrètes dans ce sens. Dans une allocution prononcée au nom des membres du groupe A3+, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient, plus particulièrement à la Syrie, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a réitéré le soutien du groupe aux efforts des Nations Unies en faveur de la Syrie durant la phase de transition. Et dans le reste de l'actualité, le ministère syrien des Affaires étrangères a salué ce vendredi la levée définitive des sanctions imposées par les États-Unis contre la Syrie. Le Congrès américain a approuvé mercredi la levée définitive des sanctions avec la prorogation d'une loi dite César adoptée du temps de l'ex-président Bachar el-Assad. Et dans le volet diplomatique de ce journal, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est entretenu vendredi au palais At-Tahrir au Caire avec son homologue égyptien Badr Abdelati dans le cadre de sa visite officielle en Égypte pour prendre part à la 2e session du forum de partenariat Afrique-Russie au niveau ministériel. Lors de cette rencontre, les 2 ministres ont passé en revue les conclusions de la 9e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne tenue au Caire le 26 novembre dernier. Ainsi, ils ont salué la qualité de ces conclusions et souligné l'attention particulière accordée par les dirigeants des 2 pays frères, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président Abdel Fattah al-Sisi, à tous ceux qui contribuent au développement des relations de fraternité, de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Égypte. S'agissant de la situation régionale et internationale, la réunion a constitué une occasion d'échanger les vues sur un ensemble de questions d'intérêt commun pour les 2 pays. Il s'agit de la situation à Gaza en particulier et de la cause palestinienne en général, ainsi que des crises au Soudan et en Libye et des développements de la situation sécuritaire et politique dans la région sahélo-saharienne. Et toujours dans le même contexte, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce vendredi avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine de la République unie de Tanzanie, Mahmoud Thabit Kombo. En cette occasion, les 2 parties ont procédé à une évaluation globale des relations de coopération entre les 2 pays, à un examen des perspectives de leur renforcement, notamment dans les domaines de l'industrie pharmaceutique, des transports, du tourisme et de l'énergie. Les 2 parties ont également convenu de tenir la prochaine session de la commission de coopération économique entre les 2 pays. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu également des pourparlers bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe, Aman Murwira. Les 2 parties ont discuté de la mise en œuvre des résultats de la visite d'État effectuée par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa en Algérie en juillet dernier, ainsi que des entretiens qui ont eu lieu avec le président algérien
algérien Abdelmajid Tebboune. Les deux ministres ont également échangé leur point de vue sur plusieurs questions régionales d'intérêt commun, soulignant leur convergence et leur alignement de position, notamment en ce qui concerne le soutien aux causes justes, en particulier la cause palestinienne et celle du Sahara occidental. Et le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine a examiné la situation au Soudan marquée par une grave crise sécuritaire et humanitaire, appelant à une action africaine renforcée pour protéger les civils et favoriser une solution durable. Les détails avec Tinhin Al-Makassi. La situation au Soudan s'est de nouveau invitée au centre des préoccupations africaines. Réuni sous la présidence de la Côte d'Ivoire, le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine a consacré une séance entière à l'examen des développements politiques, sécuritaires et humanitaires dans le pays, en proie à un conflit de haute intensité depuis plus d'un an. Les échanges ont mis en évidence la dégradation continue de la situation sur le terrain, marquée par une intensification des violences et un effondrement humanitaire préoccupant. Les membres du CPS ont particulièrement attiré l'attention sur la ville d'El Fasher, au Darfour du Nord, où les affrontements ont provoqué de lourdes pertes parmi les civils et aggravé les déplacements de la population. Face à cette situation, le Conseil a exploré plusieurs pistes visant à renforcer l'action de l'Union africaine. Parmi elles figure la possibilité d'une visite au Soudan ainsi que l'organisation d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine exclusivement dédié à la crise au Soudan, afin d'insuffler une nouvelle dynamique politique aux efforts de règlement. Le CPS a par ailleurs condamné fermement les massacres et les actes criminels attribués aux forces de soutien rapide, dénonçant de graves violations du droit international humanitaire. Il a également exprimé son rejet de toute ingérence étrangère, estimant que celle-ci contribue à prolonger le conflit et à complexifier les perspectives de sortie de crise. L'urgence humanitaire a bien évidemment occupé une place centrale lors des débats. Le Conseil a insisté sur la nécessité d'acheminer l'aide humanitaire sans entrave et de protéger les civils, tout en soulignant l'importance de préserver l'unité et la souveraineté du Soudan. Intervenant lors de la réunion, l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'Union africaine a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Soudan et a condamné les violences commises contre la population civile, notamment à El Fasher. Il a également rappelé l'engagement humanitaire de l'Algérie et a plaidé pour une approche africaine coordonnée en lien avec l'IGAD et les Nations Unies afin de favoriser une solution durable à la crise qui secoue le Soudan. Et en Algérie, la 33e édition de la foire de la production algérienne organisée sous le haut patronage du président algérien Abdelmajid Tebboune a ouvert ses portes jeudi au Palais des Expositions à Alger avec la participation de plus de 600 entreprises. Cette édition organisée du 18 au 27 décembre en cours a pour objectif de mettre en avant le potentiel de l'économie algérienne dans l'ensemble des secteurs d'activité. Les détails avec Safwan Ben Sabri. C'est un rendez-vous annuel de premier plan pour les acteurs économiques algériens. La 33e édition de la foire de la production algérienne se tient à Alger du 18 au 27 décembre. Pas moins de 600 entreprises se sont donné rendez-vous pour l'événement, l'occasion de mettre en valeur le potentiel de l'économie de production algérienne dans une large palette de secteurs d'activité. Des petites et moyennes entreprises aux grands groupes nationaux, du secteur public et du secteur privé, les représentants de différentes activités et de tailles d'activités ont réservé leur pavillon pour cette foire. Le ministère de la Défense nationale était présent comme à l'accoutumée avec différents produits issus de l'industrie militaire. Les industries agroalimentaires, chimiques, électriques, de l'électroménager ou encore des secteurs tertiaires ont aussi fait acte de présence. Cette édition de la foire de la production algérienne a aussi été marquée par la participation des start-up, derniers arrivants dans le tissu économique algérien. Les acteurs de l'artisanat et ceux des industries traditionnelles sont venus se retrouver dans un espace stratégique pour la mise en valeur des capacités productives des entreprises algériennes et leur donner une plus grande exposition. En marge de la foire qui sera ouverte au public de 10h à 19h,
Une panoplie de conférences et panels seront animés par des experts et professionnels. Ils aborderont du 21 au 25 décembre des thématiques en lien direct avec la politique d'investissement et le développement de l'économie nationale. Et au Maroc, le mouvement de la jeunesse qui mène des actions de protestation depuis septembre dernier a annoncé qu'il occupera de nouveau la rue samedi et dimanche prochain à travers l'organisation d'actions d'envergure nationale pour protester contre les politiques de laisser-aller et de marginalisation dont sont victimes plusieurs villes marocaines. Iman Marat. Au Maroc, la Gen Z annonce une nouvelle mobilisation ce samedi et ce dimanche dans plusieurs villes du pays. Une contestation relancée à la suite des inondations à Safi et à des effondrements d'habitations à Fès. Deux drames qui ont causé des victimes et d'importants dégâts matériels. L'eau nous a submergés. J'étais dans ma chambre à l'étage. J'ai 6 enfants. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Tout ce dont nous avions besoin, sucre, farine, thé, a été emporté par l'eau, ainsi que les manuels scolaires de mes enfants. Ils sont en 3e, en 5e et en 4e. Nous avons tout perdu. Pour cette jeunesse marocaine très active sur les réseaux sociaux, ces événements ne sont pas de simples catastrophes naturelles, ils sont perçus comme le résultat de défaillances structurelles liées à l'état des infrastructures, à l'urbanisation anarchique et au manque de prévention. Née dans un contexte de crise économique, sociale et climatique, la Gen Z dénonce le chômage, la précarité, la corruption, mais aussi l'absence de protection des citoyens face aux risques naturels. À travers ces nouvelles manifestations, la Gen Z cherche à transformer l'indignation en action collective, affirmant que les catastrophes climatiques ne doivent plus se transformer en tragédies humaines évitables. Un mouvement générationnel qui, au-delà de Safi et Fès, pose une question centrale, celle de la responsabilité publique et de la place de la jeunesse dans les choix de développement au Maroc. Et le personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est forcé de fournir un abri temporaire et de la nourriture au nombre croissant de personnes déplacées arrivant au Burundi ce vendredi en raison de l'escalade de la violence en République démocratique du Congo. On fait le point avec Neila Hamouda. Au Burundi, dans le camp de Bousouma, les conditions sont critiques pour les milliers de réfugiés fuyant la violence en République démocratique du Congo. Chaque jour, de nouveaux réfugiés traversent la frontière, beaucoup fatigués, sans nourriture ni soins médicaux. À ce jour, nous sommes à 17 000 personnes et il y a beaucoup d'autres qui arrivent encore sur ce site-là. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de besoins. Nous avons des besoins en abri, nous avons des besoins en eau, nous avons des besoins en nourriture, nous avons des besoins aussi en santé. Donc regardez bien autour de vous, vous allez remarquer que effectivement toutes ces personnes qui sont là, nous n'avons pas aujourd'hui la capacité de pouvoir tous les héberger, de pouvoir tous les nourrir parce que nous n'avons pas les moyens. Les infrastructures sont insuffisantes face à l'afflux massif de réfugiés. Le camp accueille actuellement 17 000 personnes, mais ce chiffre pourrait atteindre les 25 000 d'ici la fin de la semaine. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, il s'agit du plus important afflux jamais enregistré au Burundi. Donc il faut s'attendre d'ici la fin même de cette semaine à ce qu'on puisse se retrouver à environ 25 000 personnes. Donc on a encore beaucoup besoin. Les besoins sont toujours là et les besoins vont grandissant. Comme vous pouvez le constater, on a l'impression que les efforts que nous faisons ne sont pas suffisants. Mais c'est simplement parce que les besoins, les moyens n'y sont pas et donc c'est pour cela que nous sommes dans cette situation. Sur le terrain, les conditions d'accueil sont extrêmement insuffisantes et précaires. Les camps manquent d'infrastructures de base. Femmes et enfants passent parfois des heures dans des files d'attente pour quelques litres d'eau. Le nombre de réservoirs d'eau est très limité. Les files d'attente sont interminables. Les enfants et les femmes font la queue pendant des heures pour obtenir de l'eau. C'est la même chose pour les abris et même pour la nourriture. Le PAM est à court de ressources. Au camp de Bousouma, les besoins sont immenses et les ressources limitées. Le HCR et ses partenaires font face à l'une des crises humanitaires la plus importante au monde, alors que des milliers de réfugiés continuent d'affluer en raison des combats meurtriers entre le M23 et les troupes loyalistes.
Et la Chine a appelé le Cambodge et la Thaïlande à rester calmes, à faire preuve de retenue et à parvenir à un cessez-le-feu dès que possible, tout en rejetant les spéculations suscitées par l'utilisation présumée d'armes chinoises. Et le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce vendredi que la Russie avait été invitée à faire des compromis sur l'Ukraine lors de son sommet avec le président américain Donald Trump en Alaska en août et avait accepté, dont, je cite, maintenant la balle est dans le camp de l'Occident et de l'Ukraine. Il est totalement incorrect et infondé de prétendre que nous rejetons quoi que ce soit. Et dans le reste de l'actualité, le service de sécurité ukrainien a déclaré à Associated Press avoir frappé pour la première fois un pétrolier russe de la flotte Phantom dans les eaux neutres de la mer Méditerranée. Un responsable de la sécurité sont autorisés à s'exprimer publiquement, indiqué que le SBU avait frappé pour la première fois un pétrolier russe dans les eaux internationales de la mer Méditerranée. Selon ce responsable, le pétrolier Kindle était vide au moment de l'impact qui l'a gravement endommagé. En France, les agriculteurs français poursuivent leur mouvement de protestation contre des mesures d'abattage de troupeaux de vaches à la suite de la découverte d'une maladie qui secoue la filière bovine. Sport football, l'équipe nationale algérienne a quitté le pays en direction de Rabat pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc. Les Fennecs ont décollé dans un vol spécial depuis l'aéroport international Houari Boumediene vers 16h avec un effectif complet à l'exception de Houssam Anwar blessé et qui a été remplacé par Himed Abdelli. Et la CAN 2025 promet de mettre en lumière une nouvelle génération de jeunes talents africains déjà brillants en club et en sélection, prêts à marquer la scène continentale par leur talent, leur maturité et leur ambition. C'est un sujet signé Mohamed Walid Ben Chaban. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc s'annonce comme une vitrine de choix pour une génération montante de jeunes talents africains déterminés à faire rayonner leur pays sur la scène continentale. Parmi ces pépites, certains joueurs se distinguent déjà par leur technicité et l'impact notable qu'ils ont en club comme en sélection. Ibrahim Maza, milieu offensif de 18 ans, est l'un des grands espoirs de l'équipe nationale algérienne. Élément essentiel du Bayer Leverkusen, il enchaîne les prestations de haut niveau en Bundesliga. Sa vision du jeu, sa qualité technique et sa maturité impressionnante font de lui un atout majeur pour les Verts. Déjà perçu comme l'un des joueurs à suivre durant cette CAN, Maza incarne parfaitement la relève du football algérien. À ses côtés, Adil Boulbina, 22 ans, formé au Paradou AC, est actuellement joueur d'El Douhail au Qatar. Représente une autre arme offensive pour l'Algérie, auteur d'un parcours convaincant avec la sélection A' lors de la dernière Coupe arabe. Il pourrait retrouver un rôle décisif dans le dispositif du sélectionneur Vladimir Petkovic. Sa vitesse, sa créativité et sa polyvalence seront autant d'atouts précieux dans l'animation offensive des Fennecs. Pour le Sénégal, Lamine Camara fait figure de valeur sûre. Révélé lors du CHAN 2023, le milieu de terrain continue de progresser avec constance. Son intelligence de jeu et sa capacité à se projeter vers l'avant font de lui un joueur complet. La Côte d'Ivoire peut quant à elle compter sur Yann Diamondé, l'ailier gauche explosif du RB Leipzig. Redoutable en 1 contre 1, il pourrait dynamiter les défenses adverses.
Enfin, Carlos Baleba, solide milieu défensif camerounais évoluant à Brighton en Angleterre, impressionne par sa puissance physique et sa capacité à récupérer un grand volume de ballons. Tous ces joueurs espoirs auront à cœur de briller sur la scène continentale et de confirmer les attentes placées en eux. La CAN 2025 pourrait bien marquer l'émergence définitive d'une nouvelle élite du football africain. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur L24 News et à très bientôt.